Tout ce que je m'apprête à vous raconter est réel. Peu importe que vous me croyez ou non, c'est ce qui s'est passé. Je vous raconte cela ici car j'ai besoin de me libérer de ce poids. Je m'appelle Ted. J'ai grandi à proximité de Boston, mais je fais mes études à Stanford. Malgré le Covid, j'ai réussi à me faire des amis à la fac. Jay et Jamie. Quand on a eu l'autorisation de la fac de revenir étudier sur place, on a décidé de vivre ensemble. Les 3 premiers mois de l'année se sont passés de manière assez normale, puis Thanksgiving est arrivé, et on a eu des petites vacances. Mais on trouvait que faire tout le chemin de retour à Boston pour quelques jours, avec tous les variants du Covid, tout ça, c'était pas forcément la meilleure solution. On s'est dit qu'on ferait un voyage jusqu'à Yellowstone à la place. Jamie proposa à sa copine de venir avec nous. On a fait un stock de quoi grignoter et on s'est entassé dans ma vieille voiture. Je n'ai jamais été un grand fan des voyages comme ça. J'ai grandi sur la côte est des États-Unis, donc j'ai toujours été proche d'où je voulais aller. Ou alors je prenais l'avion et du coup ça allait plus ou moins vite. La copine de Jamie, Liz, qui venait de Chicago, était notre experte road trip. Elle nous a appris les jeux à faire pendant qu'on est sur la route, pendant que Jamie s'occupait de la musique. Après 9 heures de route, on était dans l'Idaho, et l'ambiance était assez cool. L'ambiance était cool jusqu'à ce que Jamie me tape sur l'épaule et m'annonce qu'il y a une alerte tempête, en me montrant l'information sur son téléphone. Une alerte qui tombait véritablement de nulle part. J'ai regardé le GPS, il nous restait encore plus de 5 heures de route. J'ai demandé si on avait le temps d'atteindre notre location. Jamie me dit que ça avait l'air vraiment sérieux et qu'on attendait presque 1 mètre de neige. Si on s'arrêtait maintenant, on serait couvert par la neige quasiment. J'ai donc proposé de continuer, mais notre experte road trip a dit qu'il fallait s'arrêter. Qu'on avait conduit longtemps et qu'on avait juste à chercher une location pour la nuit. On reprendrait la route le lendemain. Jay a cherché une location pendant que je continuais de conduire. Il remarqua qu'il n'y avait aucun hôtel dans les environs, mais il y avait un Airbnb qui était disponible un peu plus loin sur la route. À peine avait-il terminé la réservation que les premiers flocons de neige tombaient et le vent se levait brusquement. J'ai l'habitude de la neige, mais je n'avais jamais vu autant de neige tomber aussi rapidement. C'en était presque une vision apocalyptique. Je ne voyais quasiment rien sur la route en l'espace de quelques minutes à peine. Je sentais les pneus ne plus du tout adhérer à la route. Et à de nombreuses reprises, j'ai perdu le contrôle de la voiture sans même chercher à rouler particulièrement vite. Le silence dans la voiture était pesant. Après avoir fait un tête-à-queue particulièrement effrayant, j'ai fait une blague pour détendre l'atmosphère. Puis nous avons repris la route, très doucement. Depuis la route, nous n'avons quasiment pas vu la maison, mais nous avons reconnu la forme de la boîte aux lettres sous la neige. Nous étions arrivés. La maison était un chalet avec un seul étage. Pas très grand, à la lisière d'une forêt de pins. La neige était déjà haute sur la toiture. Il y avait une allée en gravier jusqu'à la maison, ce qui a facilité ma conduite. En garant la voiture, j'ai à nouveau jeté un coup d'œil à la maison et j'ai demandé si c'était bien ici. Quelque chose me paraissait
perturbant, mais je savais pas quoi. C'était comme si j'étais à côté d'une batterie super puissante. Tous les poils de mon corps étaient dressés. Avant que l'on ne meure de froid, nous avons sorti nos affaires de la voiture et on a rejoint la porte. 2 personnes ouvrirent, 2 personnes âgées, peut-être 80 ans. La femme était petite et voûtée, avec des lunettes pendantes à son cou, reliées par une chaîne. Son mari était grand, avec des yeux sombres et très observateurs. Ils nous souhaitèrent la bienvenue, se présentant comme étant les Halstead, Maëva et Julien. Et ils nous ont prié de rentrer. En entrant dans la maison, ça sentait un peu le renfermer. Maëva nous a dit de faire comme chez nous. Avec Jay, on a transporté les affaires dans la chambre dans laquelle nous allions passer la nuit. C'était, certes, une chambre sans fenêtre, mais avec 2 très grands lits et une salle de bain rattachée. C'était plutôt bien. Maëva nous a présenté la chambre avant de retourner dans le salon. Jay a demandé ce qu'on en pensait. C'était pas grandiose, mais pour une nuit, c'était plus que correct. C'est alors que je me suis rendu compte à quel point j'étais fatigué. Je me suis changé pour avoir une tenue plus confortable, puis j'ai rejoint le groupe qui s'était rendu dans la cuisine. En arrivant dans la cuisine, j'ai été surpris de tomber sur Maëva au-dessus d'une casserole. Elle m'a dit que j'arrivais juste à temps. J'ai demandé pourquoi j'arrivais à temps. Le chocolat chaud, évidemment. Elle venait d'en faire pour mes amis qui s'étaient installés dans le salon. Elle avait sa propre recette et elle en était particulièrement fière. Elle m'a tendu un mug et m'a dit de la prévenir si j'avais besoin de quoi que ce soit. Elle préparait également des macaronis pour nous. Étant intolérant au lactose, autant de lait et de crème m'auraient rendu malade jusqu'à la reprise des cours. J'ai regardé Jay, son mug était vide, je lui ai proposé un échange et il a accepté avec plaisir. La nuit tomba pendant qu'on finissait de dîner. Nous avons aidé Maëva à faire la vaisselle et nous sommes allés nous coucher. Les autres se sont endormis en quelques minutes. Étrangement, pour moi, ce fut bien plus compliqué. Malgré la fatigue de la route, j'étais pleinement éveillé dans cette maison inconnue. J'écoutais les craquements du bois, le vent qui hurlait dehors, grattant les murs comme un animal voulant rentrer. Je me suis levé du lit, me disant qu'un verre d'eau m'aiderait peut-être à m'endormir. J'ai ouvert la porte sans un bruit. Et je suis allé vers la cuisine. Quelque chose me stoppa dans mon avancée. La neige tombait comme une avalanche à l'extérieur. Il faisait un noir quasiment total à l'intérieur. Je voyais à peine les sombres arbres au loin, derrière le blizzard. Mais quelque chose d'étrange s'en dégageait. Puis, je remarquai une lueur rouge, derrière les arbres. Elle pulsait légèrement. Je me demandais ce qui pouvait en être l'origine. Des phares de voiture, peut-être? Peut-être est-ce ces lampes de chasseurs qui sont faites pour ne pas se faire voir pendant la nuit? Peut-être est-ce Julien? Mais que ferait-il dans la forêt? J'ai soudainement entendu le sol craquer derrière moi. Je me suis retourné d'un coup et je me suis retrouvé face à Julien. Je lui ai dit qu'il m'avait fait peur. Il avait l'air très sérieux. Je me rendais compte que, pour son âge, il était vraiment impressionnant. Il était grand et large d'épaules. Et surtout, il avait un fusil à la main. Quand j'ai remarqué ce fusil, une boule s'est créée dans ma gorge et je ne pouvais plus rien dire. Avec sa voix grave et sérieuse, il m'a dit qu'il ne fallait pas que je me promène comme ça la nuit, que je pourrais faire peur à Maëva. J'ai répondu que j'étais désolé, que je cherchais juste un peu d'eau. Je ne pouvais pas détacher mon regard de cet arbre. Il m'a répondu qu'il pouvait m'en apporter. J'ai dit que j'allais en prendre dans la salle de bain. Puis je lui ai demandé s'il savait qui était dans la forêt. Il a encore plus froncé les sourcils et m'a répondu qu'il n'y avait personne et qu'il y avait une tempête si je n'avais pas remarqué. Je lui ai dit que j'avais vu une lueur rouge et que ça me paraissait étrange. Ce à quoi il a répondu qu'on voyait des choses étranges quand on était effrayé. Puis il a planté son regard dans le mien. Malgré la pénombre ambiante, ses yeux paraissaient scruter le fond de mon âme, et je frissonnais encore plus.
Je savais qu'il ne me ferait pas de mal. Mais j'avais l'impression de faire face à un prédateur. J'ai regardé par la fenêtre. La lueur avait disparu. Je lui ai souhaité bonne nuit et je suis retourné dans ma chambre. Il ne m'a pas répondu. Le lendemain matin, nous nous sommes regroupés dans la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Je n'ai rien raconté de ma rencontre nocturne, et j'étais plutôt content que Julien ne mange pas avec nous. Par la fenêtre, je remarquai que la chute de neige s'était bien calmée. Je proposai alors qu'on rentre chez nous, le jour même. Jamie me regarda et me demanda si on n'allait plus à Yellowstone. Jay ajouta qu'on avait fait presque toute la route. Je me suis tourné vers Lise en espérant qu'elle me soutiendrait. Malgré l'absence de Julien, j'avais l'impression d'avoir ses yeux sombres déposés sur moi, que ses oreilles écoutaient attentivement chaque mot sortant de ma bouche. Lise répondit que rebrousser chemin n'était pas forcément une mauvaise idée, qu'une grande partie des routes à prendre étaient peu entretenues et qu'avec un temps pareil, la voiture ne pourrait pas passer. Une voix de femme nous demanda comment on allait. C'était Maeva qui arrivait du couloir. J'ai répondu qu'on pensait rentrer le jour même, qu'on ne comptait pas s'imposer. Elle secoua la tête en disant que les conditions étaient trop dangereuses pour reprendre la route. Elle insista pour qu'on reste tant que les routes n'étaient pas praticables et que si c'était une question financière, on pouvait rester gratuitement. C'était très généreux. Jay annonça qu'il devait arrêter de neiger vers midi et que ce serait probablement dégagé cet après-midi ou demain. Maeva acquiesça vivement et annonça que c'était bon. On restait jusqu'à ce que les routes soient praticables. Je regardais vers la porte, tandis que tous les autres se dirigeaient vers le salon. Ils s'installèrent dans les canapés avec Maeva, et je les ai suivis. Aujourd'hui encore, je regrette cette décision. Nous restions dans cette maison jusqu'à ce que les routes soient praticables.